passer la parole à notre co-organisateur de cette journée consacrée au NFT, Adrien Oanessian, qui a fondé il y a quelque temps Renaissance NFT, qui est une agence qui travaille avec des artistes pour les mettre au NFT et faire leur communication, leur promotion, et leur vous expliquer tout ça. Moi, je vais juste vous dire deux mots sur la journée en général. Donc, on a prévu comme une journée de pédagogie, d'information, de mise en commun d'expérience autour du phénomène des NFT. Les NFT, c'est très nouveau pour tout le monde. Un expert du NFT, il est dans NFT depuis 1 an ou 2, pas plus. Donc c'est toujours très intéressant, ces cycles qui sont extrêmement rapides, parce que ça veut dire qu'on peut facilement s'y mettre, on peut facilement comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je pense que c'est le trajet qu'a fait Adrien. Moi, personnellement, je suis encore un newbie sur le NFT, je sais ce que ça veut dire, mais c'est pas tellement plus que ça. Et donc je suis vraiment ravi qu'aujourd'hui, en compagnie de tous les intervenants de ce matin et de cet après-midi, qu'on ait une vue très générale et en même temps très précise de ce phénomène. Alors les NFT, c'est hyper vaste et il y a deux, je dirais, lignes directrices dans les conférences d'aujourd'hui. Ce sont le phénomène des NFT éco-responsables et le lien entre NFT et monde virtuel, NFT et métavers. Donc on a parlé un petit peu tout à l'heure de qu'est-ce que sont les mondes virtuels, ce que ça représente dans notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là maintenant, on va regarder l'articulation entre NFT et métavers. Voilà, ce sont les deux grands tendances. Comme vous voyez, on est dans un format qui est hyper convivial. Donc moi, je vous invite vraiment à réagir. On a un micro pour vous si vous souhaitez poser des questions. On s'enregistre, mais on n'est pas à la télévision. On est sur une scène, mais on est à notre niveau. Donc n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, à interagir avec nous. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est que ce soit aussi un forum, où on puisse répondre à des questions que vous posez. Voilà, c'est à peu près tout. En termes de, je vous parlais un peu de housekeeping, comme disent les Américains, c'est-à-dire on commence, maintenant on va s'arrêter à 13h. À 13h, on vous emmène déjeuner à l'espace croisière et on sera de retour à 15h pour la suite des interventions consacrées au NFT. Voilà, 13h, 15h. Merci à tous d'être là encore et Adrien, à toi de te présenter. Allô, vous m'entendez bien, oui. D'abord, je voulais vous remercier d'être là. Merci Fabien de m'avoir confié avec toi l'organisation de cette journée. Les NFT, effectivement, c'est nouveau. Il y a des gens experts depuis 1 an dans ce sujet, donc c'est très récent. On a justement essayé de faire quelque chose de large, d'avoir des invités à la fois experts de l'art digital, experts des NFT, et à la fois des artistes, un peu dans la même manière que voilà, qu'on soit Octobre numérique autour des artistes. Je pense qu'on a donné la parole à pas mal de projets, à pas mal d'artistes. Donc voilà, il y a des intervenants très cool toute la journée, passionnants. Il faut peut-être les citer, juste par ordre d'apparition. Ouais, pas de problème. Donc nous allons commencer par le Premier ministre français des NFT, John Carp, qu'on va représenter un peu plus en détail tout à l'heure. Suite à ça, nous allons recevoir Sébastien Borget, qui lui a monté The Sandbox. Donc là, dans les métavers et dans les NFT, c'est la référence française. Cet après-midi, nous avons 4 intervenants. Pao Walder, qui est un expert de l'art digital, qui justement va peut-être replacer le curseur de ce que sont les NFT dans l'histoire de l'art. Challenge pour Pao. Nous recevons Amy et Karen, qui elles ont monté, Aika, qui est une entreprise qui justement réfléchit à comment exposer technologiquement une collection d'art contemporain. Nous recevons ensuite Obvious et Agoria, qui sont pour moi 2 références de l'art digital et des NFT en France, qui sont installés très tôt dans ce monde-là. Donc voilà, un petit peu que du beau monde, un joli programme, et voilà, j'espère que vous allez en profiter. Et Fabien l'a dit, mais n'hésitez pas à poser des questions, c'est nouveau pour tout le monde, aucune question n'est bête, on sera ravis que ce soit convivial et participatif. Merci beaucoup. Donc on accueille... Tu veux faire ton entrée théâtrale? Pose un petit numéro. J'arrive par là. Bonjour, vous m'entendez, ça va? Super, et écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Merci Fabien, merci Adrien, bonjour à vous tous.
On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais pour me présenter rapidement, je viens d'un univers plutôt technologique à la base, pas du monde de l'art. J'ai créé une société qui organisait des hackathons, des événements tech depuis 11 ans, et cette boîte a grossi. On a bossé dans une centaine de pays pour organiser ce type d'événements tech. Et c'est par la technologie que je me suis intéressé au NFT, d'abord en tant que collectionneur, il y a 2 ans déjà. Et puis petit à petit, en collectionnant, au départ on prenait un petit peu pour un fou d'acheter des images, on va dire, puis à un moment j'ai des amis qui ont commencé à s'y intéresser, puis ils me posaient des questions, et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin en fait qui s'appelle NFT Révolution, qui essaye vraiment de vulgariser, d'expliquer le NFT, on va dire un peu pour les nuls, même si c'est pas vraiment ça, mais de donner un aspect simple, de faire comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les racines politiques de ce mouvement sociétal, c'est quoi les grandes dates, les grands artistes, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. Et du coup, donc c'est un livre qu'on a d'ailleurs commercialisé sous forme de NFT, c'est-à-dire que pour l'instant vous ne pouvez pas le trouver sur Amazon par exemple, d'ailleurs je ne sais pas si on trouvera un jour sur Amazon, mais en tout cas vous ne pouvez pas le trouver même dans une librairie, et vous pouvez uniquement l'acheter sur notre site nftrevolution.xyz. Il était uniquement fait en 300 exemplaires, et donc là si vous voulez l'acheter, vous allez acheter une petite carte, et cette petite carte vous permet d'avoir la version PDF, et vous permet aussi de réclamer la version print, qu'on est en train d'imprimer d'ailleurs pour les heureux propriétaires, de votre bouquin. Et là, en fait, on l'avait vendu à 30 € un peu au début, maintenant il s'échange aux alentours des 100 €, parce que si vous voulez l'avoir, vous l'achetez sur le second marché des NFT, justement. Donc on a essayé de pousser la logique jusqu'au bout, mais voilà. Quel succès! En tout cas, il y a un intérêt, il y a un intérêt, et ça a plutôt bien marché. Et donc, je vous invite à rentrer évidemment dans cet univers en visitant le site nftrevolution.xyz pour avoir un peu plus d'infos. Et puis à côté de ça, j'ai créé un podcast quotidien. On en est au 120e ou 130e épisode, un truc comme ça, qui s'appelle NFT Morning, qui a cette même volonté, on va dire, de vulgariser le NFT. Moi, je l'ai fait en disant, je fais un podcast pour que mon père puisse comprendre le NFT, tout simplement. Parce qu'on se met toutes sortes des barrières un peu psychologiques, des barrières en se disant, ouais, mais attends, il y a beaucoup de mots-clés, il y a blockchain, il y a Bitcoin, il y a je sais pas quoi. Je parle comme mon père, là. C'est pour ça. Je sais. Et même moi, avant de rentrer là-dedans il y a 2 ans, je me dis, oula, il y a plein de mots-clés bizarres qui font un peu peur. Et en fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc justement, on va un peu rentrer un petit peu dans de quoi on parle et par où on arrive. En fait, c'est vrai qu'on a commencé à beaucoup parler de NFT en mars dernier avec la vente pour 69 millions de dollars de ça. Beeple Every Days. Et puis il y a eu d'autres choses, 17 millions de dollars, l'artiste qui s'appelle Murat Pak, qui a vendu un certain nombre de pièces chez Sotheby's pour 17 millions de dollars. Et puis il y a eu d'autres ventes, par exemple pour 17 millions de dollars, chez Christie's pour le coup, on a pu acheter ces 9 petits bonhommes. Là, c'est le moment où je regarde l'audience. C'est difficile de parler. C'est ça. En général, c'est le moment où on dit, bon, arrête tes conneries, what the fuck, quoi. C'est pas possible, on a compris, ça va, c'est juste de l'arnaque, de la spéculation, du grand n'importe quoi de geek dégénéré. Donc, bon, ça y est, on passe à autre chose, on a compris, c'est n'importe quoi. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est exactement. On va commencer par les bases. C'est quoi un NFT? Ça veut dire Non-Fungible Token. Honnêtement, je pense que c'est pas un mot qui restera, même s'il est intéressant, mais ça veut dire token non fongible, c'est un terme juridique pour différencier de l'argent qui est censé être fongible, ça veut dire qu'un billet de 500 € vaut un billet de 500 € et on peut échanger l'un avec l'autre, et ce qui est non fongible, donc unique, une chaise, une table, une œuvre d'art, donc qui a une unicité. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est un NFT? C'est tout simplement, en fait, c'est grâce à cette technologie blockchain qui est réputée fiable, infalsifiable, 100% traçable, on a réussi à créer en fait des titres de propriété d'objets numériques. Et en fait, on a permis tout simplement de rendre, on a eu, je sais pas, pendant 30, 40, 50 ans, des objets numériques qui sont créés, des œuvres d'art, mais beaucoup d'autres choses. Et en fait, on n'avait pas la possibilité d'en être propriétaire. Et le NFT, c'est simplement un titre
qui me permet à moi-même de dire maintenant je suis propriétaire de telle œuvre, même si tout le monde peut l'avoir, j'en suis l'unique propriétaire et j'ai tous les attributs de propriété de cette œuvre. Donc je peux, si je souhaite la donner à Adrien, ou échanger un NFT avec Adrien, si je le souhaite. Je peux, si je le souhaite, la prêter du coup à Fabien. Je préfère que tu me la donnes. On va peut-être bien, ou à la limite, tu sais quoi, je peux te la prêter et tu la gardes en gage sur un crédit. Il y a même des solutions comme ça. Alors, je peux la détruire même si je veux. En fait, je retrouve des attributs de propriété sur quelque chose, ou de la rareté, sur un univers numérique qui par définition n'était pas. Et ça change complètement la donne parce que ça crée un marché. Et ça crée un marché, c'est intéressant parce que, du coup, vous allez avoir des présentations toute la journée, notamment intéressantes cet après-midi, qui vont vous expliquer que la monétisation d'œuvres pour des artistes numériques jusqu'à présent, des artistes qui existent depuis, voilà, on va dire plus de 50 ans, jusqu'à présent, bon, tu avais quelques galeries qui les sélectionnaient, il y avait des happenings, il se passait des choses, ils avaient des followers, mais vendre des œuvres sur le marché de l'art, c'était quand même, il y avait une certaine barrière. Et d'un coup, il y a un marché de l'art qui s'est créé grâce à cette technologie, d'où l'emballement et d'où finalement le fait que les Christie's, Sotheby's et autres maisons d'enchères s'y intéressent plus que fortement depuis 2021. Donc en gros, ça crée le marché voilà, ce que j'appelle moi le marché de la collection de biens virtuels. Il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories, je vais en définir quelques-unes même s'il y en a plein, mais pour comprendre un peu c'est quoi ce marché, il y a ce qu'on appelle les métaverses. Alors les métaverses, c'est justement, vous allez avoir juste après là, Sébastien Borget, qui est un des leaders mondiaux des métaverses avec Sandbox. Vous pouvez collectionner en fait des terrains dans les mondes virtuels, ou même des vêtements, des chaussures, des fringues dans les mondes virtuels. Vous pouvez donc les acheter, et vous pouvez devenir propriétaire terrien dans ces univers. Et même louer vos terrains, les exploiter, construire des immeubles, discuter autour de ça. Alors ça fait rire, moi c'est vrai, pour vous raconter un peu mon anecdote, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. C'était il y a 1 an et demi. Je faisais mes trucs technologiques, les événements, je parlais avec des mecs, ils m'ont dit tu devrais découvrir les NFT, tu peux acheter, là il y a une vente d'ailleurs intéressante, super, ça va être des ventes dans The Sandbox justement, c'était les premiers que j'ai achetés, ils m'ont dit The Sandbox, c'est bien, tu peux acheter des terrains, et moi ça coûte 100 balles, et moi je me suis dit ok c'est intéressant, je vais regarder ce qui se passe, moi je suis un peu curieux naturellement, hein. C'est ça qui fait que même si je ne sais pas pourquoi j'y vais. Et donc j'achète je suis sur un WhatsApp avec eux, je vois des petits trucs qui clignotent pour acheter des terrains, et j'arrive à en acheter un, j'arrive à en acheter deux, je suis sur WhatsApp avec les autres qui me disent « Ah t'as réussi, ah non on n'a pas réussi, ah non moi non plus, ah non moi non plus ». En fait je pensais que c'était une arnaque, je me suis dit ça y est en fait ils ont trouvé un beau pigeon, et ils sont en train de se le faire là, j'étais en train d'acheter un truc qui vaut rien, bon tant pis ça m'a coûté 400 €, c'est pas grave, voilà, fine. Et puis, j'ai oublié ça. Puis en reparlant avec ces mecs-là 2 mois plus tard, ils m'ont dit alors, tes terrains, t'as réussi à les avoir? T'as vu, c'est cool, hein, tu les as achetés 100 balles, ils valent 1200 balles maintenant. Je me dis quoi? C'est vrai ce truc? Et donc c'est là en fait que j'ai commencé à creuser et à me rendre compte qu'il y avait justement des mondes virtuels, qu'il y avait des gens qui créaient des immeubles dedans, qui créaient des musées à l'intérieur, des casinos, des galeries, des jeux, et qu'en fait il y avait des expériences qui étaient en train de se créer autour de ça. Donc c'est un des secteurs qui se développe et dont on est qu'au début concrètement. On a tout l'univers du jeu vidéo. Bon, concrètement, vous pouvez collectionner, il y a toujours eu ça dans le jeu vidéo, mais de manière maintenant dont vous êtes l'unique propriétaire, ça veut dire qu'il y a des vêtements, mais des pouvoirs, des baguettes, des objets. Il y a un jeu qui est très connu, qui est énorme, qui est monstrueux, qui s'appelle Axie Infinity. Pour faire très très simple, c'est un Pokémon. Vous achetez on va dire des petits monstres, comme ça, des petits bonhommes, et ces petits monstres, quand vous jouez avec, eh ben, vous pouvez les utiliser pour jouer avec. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont inventé un concept en plus qui s'appelle le Play to Earn, qui est repris dans toute l'industrie du jeu vidéo. C'est que quand vous jouez avec vos petits monstres et que vous gagnez, vous allez gagner d'autres NFT qui sont des potions qui permettent à vos petits monstres de se reproduire. Et donc ces potions, vous pouvez créer des nouveaux monstres. Donc, ça vaut de l'argent en gros. C'est comme si vous pouvez faire un élevage de petits monstres. Et donc il y a des gens, il y a par exemple beaucoup de gens dans des pays pour l'instant en voie de développement qui commencent à vivre avec ce genre de jeu en jouant à ce jeu vidéo toute la journée en gagnant de l'argent. Bon, c'est tout un autre sujet dont on peut parler, mais en tout cas, il y a un univers qui se développe à partir de là. Il y a, pour faire beaucoup plus simple, les cartes de sport. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a cette société qui s'appelle Sorare, qui est en plus une société française, qui a créé les cartes Panini, comme on dit, les cartes Panini à collectionner. Et donc, vous pouvez acheter, mais de manière virtuelle, la carte de Mbappé, Ronaldo, Messi, ou des petits joueurs, justement, qui vont prendre de la valeur. Et donc, il y a tout un marché qui s'organise autour de ça. Et puis, en plus de ça, ce qui est marrant avec ces cartes, c'est qu'il y a des jeux qui se créent. Ça veut dire que vous pouvez jouer à des jeux de simulation de football, on
appelle ça des fantasy leagues, c'est-à-dire des ligues virtuelles où avec vos cartes, et ben en fonction des scores de ce qu'ils font pendant la journée de championnat, vous allez gagner des points. Et il y a même d'autres univers qui se créent. Il y a Ubisoft par exemple qui a créé un vrai jeu de foot en se basant sur des cartes. Donc ces cartes-là, vous pouvez commencer à les emmener à gauche et à droite, et c'est ça qui est génial dans cet univers, c'est qu'il est ouvert. C'est-à-dire que mes cartes, moi demain, si j'ai envie, je veux dire, je crée un nouveau jeu de foot qui se base sur ces jeux-là, et j'accepte les cartes des autres. Et les gens peuvent emmener leurs cartes d'un jeu à l'autre, emmener leurs cartes, et ils sont réellement propriétaires de leurs assets numériques. Et puis enfin, il y a l'art. Donc l'art, c'est ce que je vous disais, donc ça c'est une œuvre d'un artiste d'ailleurs qui s'appelle Akatao. Everybody see it, only one owns it. Donc c'est exactement ce concept, c'est vrai qui peut être un peu choquant, il y a un petit choc de perception au départ, on dit qu'est-ce que ça signifie être propriétaire de quelque chose que tout le monde peut avoir? Et finalement on a toujours eu ça, dans le monde de la photographie déjà ça a toujours existé, et même dans le monde de l'art traditionnel, des reproductions, des reprographies ou même carrément des reproductions maison, on en a toujours eu. Par contre, le titre, l'original aura toujours beaucoup plus, aura de la valeur, alors que la copie aura une valeur esthétique et éventuellement décorative. Donc, qu'est-ce que c'est ce mouvement? D'où il est né? Moi, j'essaie de synthétiser, hein, c'est mon point de vue, et puis ça se discute. Mais pour moi, il y a un aspect quand même, on va dire, un aspect culturel, un aspect sociétal et un aspect politique. Culturel, moi j'aime bien parler de cette culture, un peu le terreau de cet univers, c'est la culture vidéo game, qui était une sous-culture des années 90, imprégnée de manga, de cyberpunk, d'Akira, ceux qui connaissent, de jeux vidéo, voilà, tout ce côté un peu rétro, d'ailleurs, qui est assez, c'est pas pour rien qu'il est assez à la mode et qu'on le voit dans beaucoup de films en ce moment, ce côté années 90 finalement, qui est assez fort, et une culture qui est devenue, maintenant une culture, cette culture du manga, qui est devenue une culture assez dominante. Une culture de l'internet qui est un peu plus récente, dans les années 2000, on va dire avec les réseaux sociaux, qu'on retrouve énormément, on va dire, chez les millennials, comme on dit, mais dont on est un peu tous imprégnés. Ça veut dire d'échanger avec des emojis, avec des mèmes. Vous savez, donc les mèmes, c'est les petites images, je sais pas, les petites images références qui sont empruntées à des films pour exprimer une manière de penser. Cette culture voilà, de l'avatar, des langages d'Internet qui est aussi extrêmement fort, dont on est un peu tous plus ou moins imprégnés, hein, même si on a l'impression même si on se dit « moi je suis pas », on est tous plus ou moins sur les réseaux sociaux quand même. Et puis il y a une culture politique assez forte, que j'appelle décentraliste, qui est cette logique qui est un peu qui est née avec le Bitcoin en 2008, au moment de la crise financière justement et du dépôt de bilan de Lehman Brothers. Et donc ce côté, finalement, quand mon argent est dans une banque, la banque elle peut s'écrouler et puis j'ai plus d'argent. Et nous on s'en rend pas trop compte, hein, parce qu'on vit dans un pays assez fiable, on va dire, bancairement parlant, même s'il y a plein de problématiques, mais si vous vivez en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Asie, vous vous rendrez compte qu'en fait, du jour au lendemain, il peut y avoir un changement de régime, et puis que l'argent qui est sur votre compte, on va l'effacer, ou bien finalement, vous croyez avoir 1 million sur votre compte, ou 100 000, et puis pour une raison X, vous ne pouvez plus y avoir accès. Ça peut être des raisons politiques, ça peut être des raisons, justement, des raisons de crise économique. Même là, le gouvernement français, d'ailleurs, a dit pour résoudre le Covid, peut-être qu'on va prélever de l'argent directement sur les comptes pour pouvoir résorber le trou. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, il y a une problématique d'autonomie et un peu de défiance, c'est vrai, vers le pouvoir politique en place, vers les institutions en place, vers le monde bancaire en place. Et puis il y a une aspiration globale à plus de démocratie. Et quand je dis plus de démocratie, c'est un côté un peu anarchiste, on va dire, mais anarchiste organisé, à la Proudhon, dans l'état d'esprit. Ça veut dire, je veux retrouver la souveraineté sur les décisions que je prends. Et c'est pas pour rien que dans cet univers, il y a un mot que vous entendrez beaucoup, et ce sera peut-être un des thèmes l'année prochaine, c'est les DAO, Decentralized Autonomous Organization. C'est en fait, aujourd'hui, dans cet univers-là, il y a des milliers de DAO qui se créent. Qu'est-ce que c'est? C'est des startups, sans patron, complètement décentralisées, où chacun est rétribué à la hauteur de sa contribution, et chacun a un jeton de vote à la hauteur de sa contribution dans le projet. Et ça, si vous voulez, quand on parlait des métaverses, par exemple, tous les propriétaires terriens dans les métaverses peuvent voter
pour les lois d'urbanisme, peuvent voter pour ce qu'il y a dans leur quartier, peuvent décider s'ils acceptent du commerce sexuel ou autre, ou pas, justement. Enfin, je donne des exemples comme ça. Mais si vous voulez, donc il y a ce côté, je suis capable de prendre moi-même des décisions à l'échelle de ce que j'ai acheté, ou dans une nouvelle start-up, et demain, à mon avis, dans le monde politique. Et donc ces gens-là sont en train de créer, en fait, peut-être la solution aux crises de la démocratie qu'on est en train de faire, sur lesquelles des fois on a des réponses un peu radicales, populistes, voire extrémistes, et sur lesquelles on peut avoir des réponses positives qui sont en train de se créer selon moi en ce moment. Et c'est ça, cette décentralisée culture. Donc du coup, il y a un vrai aspect politique, un vrai aspect un peu rebelle, un peu punk, on va dire aussi dans cet univers, mais que moi je vois comme quelque chose de plutôt positif. Et puis, voilà, et puis il y a l'art. Et donc c'est dans ce domaine artistique, si vous voulez, l'art arrive toujours un peu en avance sur la société. Et pour moi, on est en train de vivre une nouvelle renaissance. C'est une vraie redéfinition de qu'est-ce qu'est l'art. Et il y a une petite bande d'artistes qui sont nés il y a 3-4 ans en fait, au départ sur les réseaux sociaux, et quand vous plongez là-dedans, vous vous rendez compte qu'en fait, ces personnes-là sont en train de jouer avec les codes, sont en train de poser ces questions justement sur, enfin la référence à Magritte, elle est là, c'est qu'est-ce que l'art? Est-ce que quand je crée une œuvre, sa représentation finalement est elle-même une œuvre ou pas? Qu'est-ce que la propriété? Qu'est-ce que ça signifie finalement de l'art à l'heure du numérique, à l'heure du digital? Et donc, moi personnellement, je me rends compte qu'on a des gens qui sont en train d'écrire l'histoire de l'art en ce moment même. Ces gens-là, on commence à en identifier certains. Ces gens-là, c'est vraiment, enfin, je donne l'exemple, je sais pas moi, de l'école de Paris, où au début du siècle, dans les cafés à Montparnasse, il y a toute une bande d'artistes qui se retrouvaient, et puis on s'est rendu compte un peu plus tard qu'ils ont inventé le fauvisme, le cubisme ou le néo-impressionnisme. Et c'est vraiment la même chose là. Il y a des gens qui sont en train de créer des courants qui sont complètement nouveaux, complètement différents, et ils sont en train de renverser la table. Alors forcément, ça choque un petit peu, forcément on se dit qu'est-ce que c'est, forcément on se dit c'est pas de l'art, mais c'est justement le propre des nouveaux courants artistiques. Et du coup, il y a plusieurs exemples. Moi, il y a un artiste que j'aime particulièrement, c'est vrai, qui s'appelle Murat Pak, qui est vraiment dans cette logique de à la fois mi-provocation, mi-questionnement sur qu'est-ce que l'art. Il a fait une série, c'était en janvier dernier, qui s'appelait The Title. Qu'est-ce que c'était The Title? Il a créé, vous voyez sur l'image, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubes 3D différents. Pareil, excusez-moi, identiques justement. Donc l'image est la même. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont un prix, une quantité et un nom différent. Donc il y avait The Cheap, en 200 exemplaires, vendu $500. The Expensive, vendu pour $10 000 en 10 exemplaires. The Unsold, vendu d'ailleurs non vendu, pour $1 million. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il y a Elon Musk qui avait envoyé un message pour l'acheter, je crois que Pak lui avait dit « laisse-le unsold ». Et donc, chacun, finalement, avait un titre différent et un prix différent. Et qu'est-ce qui était intéressant dans le propos, c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter? Et ce que vous achetez, quand on achète un NFT, c'est pas forcément l'image qui y est. Ce qu'on achète, c'est un tel a acheté telle œuvre à tel prix, à tel moment. C'est ça qui est inscrit dans ce grand registre de l'Internet qu'on appelle la blockchain. Et sans rentrer dans les détails techniques, mais il faut bien en parler un tout petit peu, cette blockchain, justement, c'est exactement ça. C'est un grand registre, on aime bien dire le grand notaire de l'Internet, qui certifie simplement, de manière absolue. Pourquoi absolue? Parce qu'elle n'a jamais été hackée jusqu'à présent. On n'a jamais réussi à changer une information dans la blockchain. Et c'est pour ça que les gens, justement, quand je parlais il y a des gens qui préfèrent avoir des bitcoins aujourd'hui, notamment justement dans des pays en voie de développement ou des pays, des pays, on va dire, qui sont moins bien bancarisés. Et on préfère avoir des bitcoins qu'avoir de l'argent sur son compte en banque. C'est une question de confiance. Et cette confiance, elle s'est créée. Elle existe déjà. Et au tout début, on avait des centaines de personnes qui croyaient, il y a 10 ans, après des milliers, après des dizaines de milliers, et maintenant vous avez des millions de personnes qui possèdent des crypto-monnaies. Donc à un moment donné, au départ, c'est une croyance, et après ça devient une réalité, à partir du moment où tout le monde y croit. Et donc, c'est un peu cette logique, à un moment donné, c'est réputé fiable, il y a une confiance qui s'est créée, et donc, avoir la certification que je possède cette œuvre et que je l'ai achetée à tel moment, c'est ça que j'achète. Juste pour vous donner quelques idées de ce qui marche bien dans l'univers de l'art, encore une fois, c'est pas
exhaustif, hein, et c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est le crypto art, quelles sont les familles. C'est pas du tout la prétention que j'ai. Quelques exemples juste de choses qui existent et qui marchent et qui ont fait partie, on va dire, des choses qui sont beaucoup achetées aujourd'hui en 2021. On a tout ce qu'on appelle l'art génératif. L'art génératif, c'est de l'art généré par ordinateur, soit un algorithme qui a créé l'œuvre, soit on va dire une intelligence artificielle. Là, par exemple, c'est tout simplement un algorithme, on va dire, qui a mangé de l'impressionnisme 10 000 œuvres et qui a été capable lui-même à un moment donné de créer sa propre œuvre impressionniste. On a tout l'univers de la 3D. Encore une fois, dans la 3D, ça peut tout et rien dire. Il y a beaucoup de gens là-dedans, mais il y avait beaucoup de graphistes, de spécialistes de la 3D qui bossaient dans des studios, qui bossaient dans des agences, et qui à un moment donné ont pu prendre leur autonomie par rapport à ça. On a tout simplement ce que je vais appeler de l'illustration numérique. Donc c'est des personnes qui utilisent des logiciels comme Illustrator par exemple, ou autres, et qui vont faire du dessin sur ordinateur. On a d'autres expériences. Moi j'aime bien cette expérience de ce que j'appelle l'art collectif. Alors je vous donne très rapidement, mais c'est assez complexe. C'est un site qui s'appelle async.art. C'est un site sur lequel en fait, quand on n'achète pas l'œuvre, on achète simplement un des personnages par exemple de cette œuvre. Et quand on est propriétaire d'un des personnages, donc il va y avoir 15 copropriétaires, chacun a la possibilité, quand il est propriétaire, de changer, il a le choix parmi 3-4 possibilités proposées par l'artiste, il a le droit de changer l'image, c'est comme si c'était un filtre Photoshop en quelque sorte, il a le droit de changer l'image qui s'affiche. Et donc tous les jours quand vous allez vous connecter, vous allez voir quelque chose qui s'affiche de différent en fonction du choix de l'intégralité des propriétaires de cette œuvre. Vous allez me dire, bon bah oui, ça a déjà existé dans l'art précédemment. Oui, mais là finalement on a une facilité technique qui permet de rendre ça massif et important. Et du coup, il y a un jeu perpétuel entre l'artiste et sa communauté qui devient d'autant plus intéressant. C'est juste un exemple. On a aussi tout un univers d'art programmable. Ça veut dire des œuvres qui vont changer en fonction de quelle heure il est, en fonction de la météo, en fonction de peut-être de s'il y a des gens dans la salle ou pas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent parce qu'on mélange. On va dire non, il y a du visuel, mais il y a aussi de l'informatique finalement dans ces œuvres. Alors je donne juste un exemple, mais le GIF a son importance. Alors le GIF, voilà, est-ce que le GIF est de l'art? C'est une grande question. Mais en tout cas, ce GIF-là, par exemple, il s'est vendu récemment pour 1000 Ethers. Ça fait 3 millions de dollars. Et en fait, c'est un moyen d'expression très fort sur Internet. Et donc, ça fait partie de grandes tendances, on va dire, qu'on trouve en ce moment. Et puis aussi, on a beaucoup d'artistes qui font de la peinture numérisée, tout simplement, qui vont peut-être peindre de manière traditionnelle, puis numériser, puis réanimer derrière, s'ils le souhaitent ou non. Comme on est à Arles, on peut aussi mentionner la photo. Évidemment qu'il y a la photo. Et la photo, c'est monumental. Et c'est pour ça que ma liste n'est pas exhaustive, hein, parce que c'est... Et en plus, depuis 1 ou 2 mois, il y a une vraie explosion de la photo dans le NFT. Et ce que je disais, on a des personnes ici là, qui sont photographes, j'en parlais avec eux. Je pense que la photo attendait l'avènement du NFT aussi pour... Enfin, il y avait une sorte de décalage depuis que la photo... il y avait déjà les mêmes questions qui se posaient sur la photo. Est-ce que la photo c'est de l'art? Est-ce que c'est pas juste une technologie qui permet d'appuyer sur un bouton et puis fin de l'histoire? Et il y a eu du temps avant qu'on accède à la webcam, on pouvait tirer autant de photos qu'on voulait. On pouvait en tirer, donc il y a eu cette notion de je fais des tirages, des 1 sur 5, des 1 sur 10. Et je pense vraiment que la photo attendait le NFT pour les photographes ont triché, hein. Je ne citerai pas de nom, mais ont été vendus au-delà des éditions. Et bien justement, et c'est ça qui est génial dans la blockchain, c'est que ça promet de la confiance. Ça veut dire que tout est tracé. On sait qui a fait quoi à quel moment, on sait tous les mouvements financiers, les créations qui ont lieu. Donc il faut être beaucoup plus malin si on veut cacher ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vais juste vous donner quelques dates parce que c'est un mouvement assez récent. Moi c'est vrai que j'aime bien prendre comme point de départ les CryptoPunks. Alors les CryptoPunks, vous savez, je vous ai montré au début, vous me disiez non mais c'est des malades d'acheter ça. Il faut comprendre quelque chose. C'est en 2017, il y a une petite société d'informatique qui s'appelle Larva Labs, c'est deux développeurs qui se sont dit on veut faire un proof of concept, une preuve du concept de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la NFT. Et ils ont créé 10 000 petits bonhommes de ce type-là, qui sont tous uniques, donc tous différents, de manière générative. Ça veut dire que c'est un algorithme qui a créé ces 10 000 bonhommes. Ils ont juste dit, tu vas créer 10 000 bonhommes en pixel art, donc avec des pixels, avec ce style de punk, et puis tu vas faire en fait qu'ils aient des traits différents. Tu vas avoir 300 avec un bandana bleu,
300 avec un bonhomme bleu, 200 avec un bouc roux, 100 avec une moustache, 200 avec une cigarette, et puis d'ailleurs tu vas avoir des familles, il va y avoir 6 000 hommes, 3 000 femmes, je sais pas, une vingtaine de zombies, 10 aliens, donc il y a une sorte de rareté qui était prédéfinie, et la machine a fait ce boulot de répartir en fait et de créer ses œuvres. Et en 2017 d'ailleurs, c'était gratuit, ils les ont donnés aux gens qui voulaient aller les chercher, qui pouvaient acheter ces CryptoPunks. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc c'est ces 10 000 pièces uniques. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont intéressantes. Bon, référence au mouvement cyberpunk dont je parlais culturellement parlant. Pixel art, donc pareil, culture jeux vidéo, culture du pixel. Art génératif, généré aléatoirement et automatiquement. Et surtout, premier usage clé de faire une collection de 10 000 pièces uniques qui a été depuis dans l'univers du NFT copiée plus de 10 000 fois. Donc si vous voulez, c'est la première collection clé. Et donc le côté historique de ces collections fait qu'elle a une valeur incroyable. Donc on va avoir des niveaux de rareté, mais aujourd'hui les CryptoPunks le moins cher va se vendre 400 000 $. Et les CryptoPunks les plus chers, c'est-à-dire les plus rares, justement ceux qu'on vend souvent chez Sotheby's ou Christie's, eux vont s'échanger maintenant aux alentours des 5 millions $. C'est-à-dire les aliens qui font partie des 10 plus rares s'échangent à ces prix-là. On peut trouver que c'est débile, mais d'un autre côté quand vous dites c'est un mouvement qui est massif, qui va se répandre dans les 10, 20, 30 prochaines années, et on a la possibilité d'avoir les premières pièces de ce mouvement, avec le côté historique, on peut comprendre qu'il y ait une sorte d'emballement là-dessus. Et on peut comprendre qu'il y ait de plus en plus de personnes, là on a vu un peu une mode, on a vu par exemple tous les rappeurs américains qui pendant l'été, genre Snoop Doggy Dogg ou Jay-Z ou autres, qui maintenant ont un CryptoPunk en photo de profil, parce que c'est aussi un peu il y a un petit côté, sur ces pièces-là, un peu bling-bling du web, c'est un peu j'aime bien dire des fois, si t'as pas ton CryptoPunk et que t'es dans le rap, c'est que t'as raté ta vie. Maintenant, c'est un petit peu ce côté-là, c'est de l'ego numérique, c'est sa photo de profil, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les réseaux sociaux comme Twitter vont lancer le mois prochain des validations de votre image de profil en contrôlant que vous êtes vraiment propriétaire de cette image. Donc il commence à y avoir des vrais usages, vous dites non, je le possède, et d'ailleurs, le réseau social atteste que je possède cette œuvre. Donc voilà, donc tout ce côté-là est assez important. En 2018, juste, Super Rare, première, on va dire, galerie, pour faire simple, numérique, la première fois qu'en fait, en 2018, ils ont sélectionné 200 artistes clés du mouvement justement de l'art numérique, et ils leur ont dit, à partir de maintenant, vous allez pouvoir vendre vos images par Internet, et les personnes vont vous payer pour ça, tout simplement. Donc c'était assez révolutionnaire, même les artistes qui étaient invités, j'en ai parlé avec plein qui étaient là-dessus au début, ils croyaient pas forcément, on se disait ouais, pourquoi pas. Et au départ, ils vendaient leurs œuvres pour 50 balles, 100 balles, il y avait un petit côté social, etc. Et bon, pour certains aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que ça vaut beaucoup plus cher. Mais en fait, c'est très très jeune, hein. On a tous ce choc cognitif. La première fois, on se dit, des gens qui achètent des images, et puis plus on réfléchit, plus on se dit, c'est peut-être pas si bête que ça. Je vais rapidement là-dessus. 2019, Rarible, c'est une autre plateforme qui a permis à n'importe qui de pouvoir lancer son NFT, et donc le rendu un peu un tout et grand n'importe quoi du NFT. Et puis, j'avais une autre slide qui a sauté, mais c'est pas grave. En 2020, on a eu l'arrivée de deux grands artistes du numérique, Pac, que je vous ai montré, et puis le fameux Beeple. Donc le fameux Beeple, vous savez, l'œuvre à 69 millions $. Je vais juste finir là-dessus, sur ce que ça signifie, parce que c'est important. Au départ, il y a toujours ce choc de se dire 69 millions $. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il a vendu pour 69 millions $? Il faut savoir que Beeple, c'est un compte Twitter créé il y a plus de 13 ans. Tous les jours depuis 13 ans, il publie un croquis 3D sur l'actualité, son humeur du jour, sur des sujets plus ou moins geeks, on va dire justement. Et ça, il a fait non-stop, du lundi au dimanche, jour férié inclus, 365 jours par an, depuis 13 ans. Donc déjà, il y a quand même une performance artistique une performance monumentale. Et donc, en début d'année, là, il était déjà à plus de 5000 pièces faites depuis 13 ans. Et jusqu'à présent, ce Beeple, avant l'arrivée des NFT, il avait de la notoriété, il avait des followers, il faisait sûrement de très belles collabs avec des marques, avec des marques qui lançaient sûrement des collections, des modes, ou même différents types de collaborations. Mais il ne vivait pas de son art. Et c'est ça la révolution en fait. Et donc quand il a fait cette fameuse vente chez Christie's, qui est en plus un patchwork des 5000 premières œuvres qu'il a réalisées
Sur les 13 dernières années, moi je peux vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, pour moi c'est évident que ça vaut déjà beaucoup plus que 69 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait quand on les a pas, 69 millions de dollars? On peut quand même collectionner? On peut quand même collectionner, et d'ailleurs on va en parler parce que en fait, c'est ça qui est génial, c'est que là, il y a des gros chiffres, mais moi ou d'autres, on collectionne, il y a des œuvres pour $1, on peut commencer à collectionner. En fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un mouvement qui est en train de se créer, où il y a beaucoup plus de collectionneurs qui sont arrivés sur le marché. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des personnes, en effet, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés par le monde de l'art. Et quand tu parles avec eux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés par l'aspect financier, on va en parler, mais une fois qu'ils sont rentrés dans le jeu, le jeu de la collection, à un moment donné, c'est au-delà de la finance. Quand tu commences à rentrer là-dedans et à prendre ce virus, tu as envie, tu fais un lien, tu crées un lien avec tes artistes. Et du coup, il y a des... Pourquoi justement ces maisons d'enchères vont aussi là-dessus? Parce que on est en train de démocratiser, finalement, l'accès à l'art. Et je pense que ça s'inscrit dans l'histoire de l'art. C'est pas pour rien quand Warhol a commencé à faire ses sérigraphies en faisant ce pop art, justement, l'art populaire, la logique c'était justement de commencer à s'inspirer de la culture populaire pour toucher un plus grand nombre. Quand le street art est arrivé, il est carrément sorti des galeries pour aller dans les rues et pour justement que le monde, on va dire, le monde des banlieues, comme on va dire en France, ou des ghettos, lui aussi s'approprie ce monde de l'art. Et là on va encore plus loin. Ce qui est génial, je dis un truc là-dessus, c'est encore plus populaire. Pourquoi? Déjà, tout le monde peut le voir, tout le monde peut en bénéficier. Cette œuvre de Beeple, elle coûte 69 millions, mais si j'ai envie de la contempler, je peux. Si je veux l'imprimer, la mettre chez moi, je peux. Et en plus de ça, et ben même, il y a une sorte de marché qui se crée où il y a de plus en plus, moi j'en parle tous les jours avec des petits artistes qui commencent à me dire, ça y est, je commence à pouvoir vivre de mon art, ou ça y est, je vais arrêter les prestats pour pouvoir commencer à vivre de mon art. Oui, ça c'est vraiment généralisé, hein. Je pense que certains des artistes qui sont ici, en tout cas dans le cadre du festival, qui ont commencé à expérimenter avec le NFT, c'est radical, c'est-à-dire que enfin, il y a une pratique artistique qui ne dépend pas de la subvention, qui ne dépend pas des commandes de musées, ou des commissions de collectionneurs vraiment hyper, je dirais, qui risquent en fait énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est établi, il y a un prix de marché d'ailleurs assez fluide, et puis c'est permanent, effectivement. C'est ça, et puis du coup, tu as une relation beaucoup plus directe entre des artistes et leurs collectionneurs et leur communauté. Alors ça pose des questions évidemment sur le métier de... Il y a des évolutions qui vont se faire, que ce soit sur le métier de galeriste, sur les métiers autour de la curation, même s'il y en a beaucoup qui commencent à s'adapter, déjà à comprendre qu'il va y avoir besoin, les artistes vont avoir besoin aussi d'être aidés, d'être représentés, de travailler autour de ça. Mais du coup, il y a un lien beaucoup plus direct. Et puis, il y a quelque chose d'assez génial aussi, c'est que, vu que c'est sur la blockchain, c'est un monde beaucoup plus fiable. Je sais plus, on a eu une petite discussion sur le droit de suite, par exemple. Aujourd'hui, quand vous parlez des galeries, faire respecter le droit de suite, vous savez, ce droit de suite, c'est donc la vente d'une œuvre sur le second marché sur lequel l'artiste est censé toucher des royalties. C'est-à-dire qu'on a acheté une œuvre, on la revend, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. On la revend après l'avoir collectionnée. C'est quand même une caractéristique des NFT. Enfin, on n'a pas dit explicitement, mais chaque NFT, à partir du moment où il est créé avec un taux qui est défini par l'artiste, qui peut être de 0% ou de 100%, mais en moyenne, il est de 15%. Donc c'est un droit de suite qui est codé, qui est lié à l'œuvre, au token, et quel que soit ce qui se passe sur le second marché, l'artiste initial touchera automatiquement sur chaque vente ce pourcentage. C'est quand même ça qui est très intéressant dans la NFT et qui rend un aspect assez équitable pour les créateurs, notamment. C'est assez révolutionnaire, parce que par exemple, je vous montrais l'œuvre d'Xcopy qui s'est vendue, là, donc l'artiste Xcopy qui s'est vendu pour 1000 Ethers. Cette œuvre, c'est vrai que la première fois, je crois qu'il l'avait vendu 50 balles. Donc c'est bien, ok. Mais qu'il puisse bénéficier, au moment où la vente s'est faite pour 1000 Ethers, lui-même a touché 100 Ethers, ça veut dire 300 000 balles. Ça y est, il a pu profiter en fait, il profite de sa cote qui augmente. Et ça, c'est censé exister dans le monde aussi des galeries, enfin dans le monde de l'art traditionnel, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire appliquer. Alors que là, c'est automatique. Dès la vente, il y a une répartition automatique qui s'est faite entre d'un côté le collectionneur et de l'autre l'artiste. Et ça, c'est ce qu'on appelle les contrats programmables. C'est de l'argent programmable, en fait. C'est la force, justement, de l'univers crypto. Et demain, on peut imaginer que ça va être beaucoup plus fin, beaucoup plus fort, d'imaginer dans le monde de la musique, on en reparlera, mais
l'intégralité des personnes qui ont travaillé sur une collaboration vont pouvoir être rémunérées à l'instant T, dès le paiement, sans se dire attends, j'ai ton argent, t'inquiète pas, je te le donne bientôt, ou sans avoir besoin de courir après, sans avoir besoin de forcer les parties à faire exécuter le droit, quoi, tout simplement. Donc c'est assez révolutionnaire. Est-ce que, en attendant que Sébastien Borget se connecte, on peut peut-être prendre quelques questions? Ouais, alors juste, je parle à Sébastien du coup, et il commencera dans 12-15 minutes, du coup on peut vraiment continuer tranquille et poser plein de questions. Voilà, alors, ouais, et juste un truc, ouais, parce que c'est vrai que c'est super important, il faut qu'on parle aussi quand même, justement, de clean NFT. Merci. Alors, moi, je peux dire pourquoi ça me paraît important. C'est que en fin d'année dernière, quand les NFT ont commencé à faire beaucoup parler d'eux, moi qui suis énormément en contact avec des artistes numériques, il y a eu un fil d'actualité Twitter qui a été relayé par quelques artistes numériques emblématiques, Joanie Lemercier, Memo Atkel, qui avaient fait des calculs pour comprendre quel était le bilan carbone d'un NFT fabriqué avec de l'Ethereum. Et ce bilan était catastrophique. C'était vraiment des montants, des dépenses énergétiques délirantes parce que le processus d'authentification des NFT est basé sur quelque chose qui a été codé sans se préoccuper vraiment de l'optimisation du temps de calcul, et donc ça prenait énormément de temps et de ressources informatiques pour certifier que le NFT était bien un NFT. Voilà. Donc ça, c'est l'origine du problème. Et c'était pour ça que ça me semblait important d'en parler, parce que à partir de ce problème-là, beaucoup d'artistes ont dit moi, je ne participe pas au NFT, je ne veux pas contribuer à cette chose-là qui me paraît vraiment inutilement polluante. Et donc même si ça paraît intéressant sur le plan économique, et c'est effectivement ça résout un problème de longue date pour l'art numérique, moi je me mets en retrait. Beaucoup des artistes avec qui je travaille n'ont vraiment pas été dans cette première vague du NFT, jusqu'à ce qu'on parle de clean NFT. Et là, récemment, il y a quelques mois, Memo Atkel a annoncé son premier NFT en disant qu'il était fier et heureux de pouvoir faire des NFT parce que c'est un clean NFT. Exactement. Donc en fait, c'est quoi un clean NFT? Alors un clean, en fait, pour faire très simple, alors c'est intéressant que tu parles de Joanie Lemercier parce qu'en fait, si on suit son parcours, on va se rendre compte qu'en effet, il était sur, en fait, pour faire simple, il mettait ses œuvres sur les grandes plateformes qui reposent sur Ethereum. C'est vrai que Ethereum, c'est la blockchain principale, c'est la plus connue, c'est là où il s'est créé tout un écosystème, on va dire, autour. Et donc, c'est la première sur laquelle, depuis 5 ans, on va dire, on a commencé à faire des NFT. Maintenant, il y a d'autres blockchains qui sont plus modernes, et du coup, qui sont pensées pour consommer, par exemple, pour la blockchain dite Tezos, 100 000 fois moins d'énergie. Donc là, avec, on va dire, un bilan carbone pour certains qui se disent neutres d'ailleurs. Et alors je donne Tezos parce que c'est vraiment eux sont positionnés, communiquent beaucoup sur le clean NFT, mais il y a plein d'autres nouvelles blockchains qui ont émergé et qui sont toutes, on va dire, plus modernes et donc qui consomment pratiquement plus d'énergie. Et donc pour prendre le parcours de Joanie Lemercier, en effet, il a dit, bah maintenant, il a fait ce calcul lui-même de son empreinte parce que c'est une personne qui à la base est un éco-activiste qui justement, depuis toujours, calcule son empreinte carbone. Et puis s'est dit à un moment donné, ah bah ouais, je prends l'avion 3 fois par mois, donc c'est pas hyper cohérent, donc je réduis ça, et donc il va calculer tout le temps son empreinte carbone et savoir justement l'impact qu'il a. Donc il a dit, bah, dans cette logique de calculer mon empreinte carbone, je suis toujours dans une logique d'aller mieux, de faire mieux, et donc au sein de ce que je fais sur ma blockchain, il y a certaines plateformes que j'ai utilisées sur Ethereum, alors c'est plus nuancé d'ailleurs, parce que c'est pas toutes les plateformes Ethereum, mais certaines qui sont extrêmement catastrophiques, et d'autres qui sont bien plus viables. Il s'est dit, bon bah maintenant, à partir de maintenant, je vais migrer sur une plateforme qui a cartonné du coup depuis mars dernier, qui s'appelle Ik et Nunc. Ici et maintenant, la traduction, et donc qui repose sur une autre blockchain. Et du coup, il y a eu une sorte d'explosion parce que Joanie Lemercier, puis suivi par Mario Klingenmann, qui est aussi une référence de l'art généré par intelligence artificielle. Et puis il y a beaucoup d'autres artistes qui ont suivi ce mouvement et qui sont allés sur cette plateforme Ik et Nunc. Puis en plus, il y en a plein d'autres qui sont créés dans la foulée autour de ça. Et qui ont fait qu'en plus, donc d'une part,
la consommation la consommation de carbone était quasi neutre. 2, c'était beaucoup plus accessible en fait. Parce que l'autre problème de la blockchain Ethereum, c'est qu'elle est chère, parce qu'il y a ce qu'on appelle des frais en fait. On rémunère en fait ce qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire que les personnes, grosso modo, qui justement font tourner de l'électricité et inscrivent finalement l'information dans la blockchain. Et donc on va les payer, des fois un frais de transaction vont être de $100 en ce moment ou $150 au-delà de ce que vous achetez. Donc si vous l'achetez une œuvre $50 et que vous payez $150 de frais de transaction, c'est problématique. Alors que sur cette nouvelle blockchain, les frais sont quasi nuls. Ils sont 0,0 quelque chose. Donc là, vous pouvez acheter quelque chose à 10 €, 50 € sans que le prix soit impacté. Donc il y a eu un succès assez important là-dessus. Il y a eu un succès très très fort et le succès continue d'augmenter. Et donc il y a tout ce mouvement Clean NFT qui s'est créé en se disant on fait des NFT, mais des NFT justement carbone neutral. Après, juste pour dire quand même, pour revenir quand même sur le côté, enfin moi c'est vrai que justement je pense que je vais pouvoir parler de cette slide sur un petit peu les personnes, les contradicteurs on va dire des NFT. On dit justement, d'ailleurs je vais mettre ce point, c'est juste de la spéculation, qu'on achète du vent, que l'art physique sera toujours mieux et que ça pollue. Pour moi c'est un peu la batterie d'arguments. Bon, ça veut dire en gros, quand une personne me dit ces 4 arguments-là, je dis bon, tu sais pas ce que c'est. Enfin concrètement, hein, parce que quand tu rentres dans le détail, oui, c'est de la spéculation. Oui, il y a de la spéculation. Il y a de la spéculation, il ne faut pas le nier. Il y a toujours de la spéculation sur les sujets d'intérêt. Il y a eu la spéculation quand il y a eu la bulle Internet en 97. Bon, ils n'avaient pas tort d'anticiper le fait qu'Internet allait devenir quelque chose d'assez important. Il y avait même de la spéculation sur les chemins de fer, mais même c'est que de la spéculation sur les impressionnistes depuis toujours. Enfin, il y a toujours de la spéculation sur quelque chose qu'on estime être digne d'intérêt. Sur l'aspect de on achète quelque chose qui n'est pas tangible, je comprends, hein, et je pense que les deux coexisteront tout le temps, mais il faut comprendre quand même que maintenant, acheter un bitcoin ou acheter un NFT, pour moi, personnellement, c'est pareil qu'avoir des dollars ou des euros. C'est juste une croyance, c'est un peu ce que je vous disais, il y a un écrivain, c'est Yuval Harari, je ne sais pas si vous avez lu dans son livre Sapiens, qui dit ce qui définit l'humanité, c'est notre capacité à nous créer des mythes communs. L'argent, c'est un mythe commun. Surtout depuis les années 70 et les accords, la fin des accords de Bretton Woods sur le dollar a une valeur uniquement en termes de croyance. Ça veut dire que le dollar vaut un certain nombre d'euros, ou un certain nombre de yens, ou un certain nombre de bitcoins. Et donc plus il y a de gens qui y croient, plus il va prendre de la valeur, moins il y a de gens qui y croient, plus il va baisser. Et donc, sur ces mouvements-là, quand on voit cette tendance de fond, c'est vrai que, et puis quand on voit aussi les crises des États en ce moment, puis on voit toutes ces logiques un peu complexes, et puis ces déficits et tout ça, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui préfèrent se réfugier, on va dire, dans des valeurs, on va dire, numériques, que dans des valeurs fiduciaires traditionnelles. Alors je ne dis pas que le dollar ne va plus exister, évidemment, mais je dis que c'est une question de confiance qu'on accorde. Et puis sur le côté purement c'est virtuel, c'est pas tangible, on est déjà tous un peu des êtres virtuels. Vous allez avoir la chance de recevoir demain quelqu'un de chez Unreal, de chez Epic Games, exactement, qui édite le jeu Fortnite. Fortnite, ils vendent déjà, l'année dernière, ils ont vendu pour 1,8 milliard de dollars juste de fringues virtuelles, juste pour que je puisse avoir le même style que tel youtubeur, que telle marque, ou pour montrer à mes copains que je suis un peu plus, pour me distinguer finalement des autres. Donc on achète déjà, mais sans aller jusqu'aux gens qui achètent des fringues dans les mondes virtuels, sur les réseaux sociaux. On en parlera juste, d'ailleurs, la fringue est intéressante, je trouve, comme comparaison, puisque on achète énormément de vêtements. Dans la réalité, on a ici avec nous un créateur de mode, Spencer Phillips, qui parlera demain de son travail de créateur de mode et aussi de cette sorte de fatigue de créer des collections en permanence, d'avoir des clients qui surconsomment des objets physiques. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait reprocher, ou ce qu'on dit, oui, c'est virtuel, donc ça ne vaut rien, eh bien c'est assez paradoxal, hein, puisque ce qui est problématique finalement, c'est de s'acheter 250 t-shirts par an et de le jeter après les avoir utilisés 3 fois.
Et donc ça, je crois que c'est deux phénomènes qui se rencontrent et qui aujourd'hui voilà, rentrent un peu en écho. C'est ça. Et en plus de ça, on est des êtres virtuels un peu. Enfin, moi, enfin, on est tous, hein, même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent oui, non, mais moi ça me fait peur, non, mais je suis pas dedans. On l'est tous un peu. Et je pense pas que le virtuel est en opposition avec le réel. Enfin, avant, en effet, je sais pas, moi j'aime bien, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais avant, on avait des copains dans la vraie vie, puis ensuite on les ajoutait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on rencontre les gens sur Internet, et puis après, on va peut-être les rencontrer dans la vraie vie. Mais l'un enrichit l'autre, et l'un n'est pas en opposition avec l'autre. Et on est tous un peu sur notre LinkedIn, on a déjà un avatar, sur notre peut-être Instagram, on a une autre version de nous-mêmes. On a tous déjà une représentation, et je pense que demain, quand on fera un Zoom, plutôt que d'avoir une plage à la hawaïenne derrière soi, fournie par Microsoft, par je sais pas qui, bah, je serais plus content d'avoir mon univers pour pouvoir recevoir justement les personnes que je souhaite dans mon monde virtuel. Ça ne veut pas dire que je suis déconnecté, qu'on est déjà dans la science-fiction avec 100% câblé du soir au matin dans des métaverses. Ça veut dire que les deux vont coexister et puis les deux vont s'enrichir et il n'y a rien de pessimiste là-dedans pour moi. Non, j'avais rien à ajouter, juste... Vous avez des questions? 5 minutes. 5 minutes, très bien. Ouais. Après, on s'entend pas mal. Hein. Ouais. Oui, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Après, concernant tout le sujet donc, des NFT, Bitcoin et compagnie, alors vis-à-vis notamment de ce qui se passe en Chine en ce moment, et des risques, bon, peut-être aussi nécessaire quelque part d'ailleurs, qu'il y ait une forme de réglementation, enfin, vous vous préparez à ce genre de choses, qu'est-ce que... En fait, alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà, moi, c'est vrai que je distingue un peu enfin, malgré tout, je pense que les NFT vont avoir une existence propre qui va aller au-delà des crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique sur les crypto-monnaies, parce que c'est une prise d'autonomie vis-à-vis des États. Mais, et donc, frapper de l'argent, c'est du ressort des pays depuis maintenant plusieurs centaines d'années. Donc forcément, les pays essaient de l'interdire. Bon, la Chine, c'est la 4e ou la 5e fois qu'ils l'interdisent en 4 ou 5 ans. En fait, le problème, c'est dans les faits, un pays ne peut pas empêcher sa population de le faire. C'est interdit au Maroc depuis je ne sais pas combien d'années, et il y a plus de 60 personnes qui possèdent des crypto-monnaies au Maroc. Donc il y a toujours un décalage entre l'aspiration. Il va y avoir cette lutte qui va durer pendant 5, 10, 15, 20 ans, et le mouvement de fond, moi j'aime bien comparer ça à des religions. Pour moi, le Bitcoin, c'est un mouvement politique, social, économique et quasi religieux qui grossit, et on voit, j'ai du mal à voir comment les États pourront stopper ça. Donc il va y avoir de la régulation et c'est nécessaire, mais il n'y aura jamais d'interdiction. Ça me paraît impossible. Enfin, moi c'est mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a vécu une belle panne avec Facebook, un écroulement du système qui a redémarré bien entendu, et si tout cela s'est passé purement simplement, qu'en est-il de la propriété donc, de cette fameuse clé numérique et donc en fait, voilà, faut comprendre. sécurisation C'est génial. Alors c'est génial parce que justement, ces personnes, par exemple les réseaux qui se créent, là, Tezos, Ethereum, se définissent comme des anti-GAFA, justement, des anti-Facebook, des anti-Google, des anti-Amazon. Il faut comprendre qu'en effet, là aujourd'hui, notre Internet, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais déjà on a vu qu'une grosse partie de nos réseaux sociaux c'est Facebook, une grosse partie de notre Internet, en fait, il repose sur les serveurs d'Amazon, Amazon Web Services. Et donc là, pour l'instant, justement, le problème, c'est qu'on dépend d'entités dites centralisées. Et tout ce mouvement qui s'est créé en 2008, avec les crypto-monnaies, justement, se veut en opposition avec ça. En fait, là, quand Facebook est tombé, toute cette communauté buvait du petit lait en se disant « chez nous, ça ne peut pas arriver ». En fait, c'est ça le principe, c'est que... Qu'est-ce que c'est peut-être la décentralisation? En fait, pour faire très très simple, on va dire que là, on voit l'exemple là, Facebook, même s'ils ont plein d'ordinateurs répartis dans le monde, on va dire qu'ils stockent toutes vos informations sur leurs ordinateurs. Donc si à un moment donné, et ça peut être pareil pour votre banque en fait, justement, et c'est les arguments des pro-Bitcoin là-dessus, c'est de dire, votre banque, elle se fait attaquer, c'est arrivé plein de fois, vous n'avez plus accès à votre compte pendant 24 heures, 48 heures, et peut-être que les gens vont effacer les registres, tout est possible. Donc c'est stocké sur l'ordinateur, donc la base de données est stockée sur les ordinateurs de Facebook. Décentralisé, c'est quand vous utilisez justement des crypto-monnaies, des Ethereum, la donnée, même s'il y a un ordinateur qui tombe, c'est stocké sur des milliers et des milliers d'ordinateurs qui sont en réseau
Et c'est toute la force de cette technologie qui fait qu'on a de la confiance dans ce système, c'est que c'est stocké sur, justement, on va dire, c'est la technologie de bloc, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais malgré tout, justement, c'est un système fiable qui fait que ça a été pensé pour ne pas s'écrouler et pensé pour que si même 2, 3, 5, 10, 100 ordinateurs sont attaqués, il y a toujours l'information qui est restituée sur d'autres ordinateurs. Et c'est pour ça que c'est réputé fiable, c'est pour ça que les gens ont confiance. Et c'est ce qui fait que les gens achètent ces NFT, c'est qu'ils disent, même si demain, les plateformes dont je vous ai parlé, Super Rare, ou Larva Labs qui a créé les CryptoPunks, ou je sais pas quoi, meurent, moi je m'en fiche, c'est toujours stocké dans la blockchain éternelle, au-delà de la vie d'une société. Ouais, on parlait d'idéologie et de croyance, et effectivement, c'était l'euphorie dans le monde des NFT ou sur Twitter quand Facebook était down, parce que ça a duré une nuit entière, 12 heures, sans WhatsApp, Instagram, Facebook, c'est monumental ce qui a été bloqué. Et si tout dépend de ça, et l'information dépend de ça, ben, dans un monde centralisé, on peut imaginer des problèmes. Alors que là, justement, la propriété était intacte, aucun risque là-dessus, donc c'était voilà, une grande victoire et c'était beau à célébrer.